Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être ici. Ça fait quelques jours que je n'ai pas présenté une conf sur le numérique responsable, donc là, ça fait du bien de voir tant de personnes présentes pour le sujet. Moi, qui je suis? Je m'appelle Roméo Alpriol, je suis lead dev chez Euronews, donc je suis très tech, donc je m'occupe du site web d'Euronews. À côté de ça, je suis ambassadeur formation chez The Green Companion, donc je m'occupe des cours sur le numérique responsable côté développeurs, développeuses. Je suis aussi membre de l'association Green IT. Donc, je suis référent de l'association Green IT sur certains sujets, notamment sur EcoIndex et les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web que certains peuvent connaître. Et je donne quelques cours aussi, notamment à l'INSA, sur les sujets du numérique responsable. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Amandine Autier. Je suis ingénieure en éco-conception et spécialisée dans le numérique au sein du pôle éco-conception et également au sein du consortium Auvergne-Rhône-Alpes Eco-Design Hub, situé ici au sein même du campus. Et donc, mon rôle au sein de l'association, c'est de développer les bonnes pratiques liées à l'éco-conception de services numériques. On aura l'occasion de redéfinir ces termes tout à l'heure. Et bonjour à tous et à toutes, je suis Anne-Sophie Bance, donc de l'ADEME, de l'Agence de la transition écologique. Moi, je fais partie de la direction régionale de l'ADEME à Lyon. Et pour rappel, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, on travaille principalement sur 3 axes et 3 thématiques, plutôt tendance en ce moment, l'économie circulaire, les énergies renouvelables et les villes et les territoires durables. Et dans ces sujets-là, très vastes, fait partie le numérique responsable depuis peu. Numérique responsable, on a beaucoup entendu parler tout à l'heure. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'on parlait beaucoup de numérique éco-responsable. Je tiens déjà à clarifier quelque chose, c'est que le numérique responsable, c'est un ensemble de sous-thématiques du numérique. Il y a évidemment l'éco-conception, qui nous permet d'avoir un numérique beaucoup plus sobre, frugal et résilient, mais aussi beaucoup d'autres sous-thématiques qui composent le numérique responsable. Le numérique responsable, en termes de sous-thématiques, on peut parler d'accessibilité numérique. Un numérique responsable, c'est aussi un numérique qui est plus inclusif et plus accessible. Donc qu'une personne en situation de handicap, quel que soit le handicap, puisse utiliser correctement un site internet, une application mobile ou n'importe quel type de service numérique. Numérique responsable, c'est aussi la sécurité. La sécurité numérique fait partie du numérique responsable. Lorsque vous avez des données, lorsque vous chiffrez vos données, lorsque vous cryptez vos données, lorsque vous avez des données à récupérer, toutes celles-ci doivent être sécurisées et sécurisantes pour vos utilisatrices et vos utilisateurs. En matière de numérique responsable, il y a aussi une grosse partie sur l'éthique. Par exemple, est-ce qu'il est éthique d'utiliser Zoom pour faire des visioconférences? Zoom a eu des problèmes légaux aux États-Unis et en Europe. Ça aussi, ça fait partie du numérique responsable. Qu'est-ce qui est éthique là-dessus? On a évidemment le software, l'hardware, les données algorithmiques et la désinformation. Nous, en tant que professionnels du numérique, on a aussi un rôle à jouer sur l'éthique là-dessus. Le fait de désinformer, ou plutôt de mieux informer nos utilisatrices, utilisateurs sur ce sujet-là. Et enfin, c'est peut-être le sujet qui va le plus marquer cette table ronde, c'est vraiment l'éco-conception numérique. Qu'est-ce que l'éco-conception numérique et qu'est-ce que va permettre l'éco-conception numérique qu'est-ce que va permettre l'éco-conception numérique de faire pour avoir un numérique qui soit beaucoup plus responsable que celui qu'on a actuellement? Alors, moi, si je peux rajouter effectivement dans ces sous-thématiques numériques responsables, je n'avais pas forcément pensé commencer par ça, mais je pense que c'est intéressant, c'est une définition de ce qu'est la sobriété numérique. Alors, vous voyez, la sobriété, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ça fait 30 ans que l'ADEME en parle et le prône. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, ça devienne effectivement quelque chose qui commence à s'intégrer dans le quotidien de chacun. Et qu'est-ce que la sobriété numérique? Je me permets de vous lire la définition, du coup, qui est assez courte, mais qui est intéressante. La sobriété numérique est une démarche qui consiste, dans le cadre d'une réflexion individuelle ou collective, à questionner le besoin et l'usage des produits et services numériques dans un objectif d'équité et d'intérêt général. Cette démarche vise à concevoir, fabriquer et utiliser les équipements et services numériques en tenant compte des besoins sociaux fondamentaux et des limites planétaires. Et en fait, dans cette définition, ce qu'il faut bien retenir,
dans la sobriété numérique, mais comme dans la sobriété en général, c'est re-questionner ses besoins. C'est la première chose à faire et qui permet effectivement derrière de dérouler un certain nombre d'actions, que ce soit d'ailleurs vos propres besoins ou le besoin de vos clients, de dérouler un certain nombre d'actions qui vont amener à diminuer les impacts environnementaux du numérique. Alors, c'est quoi les impacts environnementaux du numérique? Je vais vous rappeler peut-être quelques chiffres qui ont déjà été un petit peu cités, mais juste pour faire le focus. Donc, sur des émissions à gaz à effet de serre, alors, le numérique, on l'utilise tous les jours, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à se dire immatériel, mais qui n'a rien d'immatériel à plusieurs titres. Et effectivement, au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui sont très globales, on a en France, en tout cas, un impact qui est de l'ordre de 2,5% des émissions qui sont liées au numérique. Et l'augmentation de ces émissions de gaz à effet de serre va être exponentielle, donc comme sur tout ce qui est lié au numérique d'ailleurs, dans les années à venir. Ça représente aussi 10% de la consommation électrique française, ce qui correspond à peu près à 8 millions de foyers français. Donc, vous voyez, la consommation, elle est très importante aussi au niveau énergétique et électrique. Et surtout, les études qu'a réalisé l'ADEME et l'ARCEP ont permis de mettre en évidence que la principale empreinte du numérique, elle se situe dans les terminaux à 79%, et surtout dans la phase de fabrication de ces terminaux, avec les impacts qui sont concentrés à plus de 78%. Donc, c'est là qu'effectivement sont les enjeux. Ils ne sont pas que là, mais au niveau du matériel. Donc, le numérique, soi-disant immatériel, est finalement très, très matériel. Et effectivement, on peut rappeler quelques conseils, parce que je vois qu'il y a des étudiants dans la salle, donc je pense que c'est toujours bon de faire un petit peu de rappel de bonnes pratiques. Et c'est effectivement au niveau de ces équipements numériques qu'on utilise tous les jours, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, c'est s'équiper léger avec des équipements réparables. On parlait d'un taux de réparabilité qui est de plus en plus présent, qui est obligatoire d'ailleurs sur les appareils numériques vendus. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser et à essayer d'avoir effectivement des équipements réparables. Limiter la consommation électrique globalement de ces appareils, tout simplement avec des gestes tout simples en débranchant des prises ou les box. Faire durer au plus ces équipements. Et là, on revient à cette définition que je donnais tout à l'heure de la sobriété, c'est redéfinir ses besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer son équipement matériel ou informatique? Est-ce qu'on peut le conserver? Est-ce qu'on peut le réparer? Est-ce que si on doit le faire vraiment, si on doit le changer, est-ce qu'on peut en acheter un de seconde main? Et si on doit effectivement se séparer d'un matériel numérique, comment on peut le mettre au recyclage? Puisque ça aussi, c'est un chiffre assez intéressant et important. C'est la production de déchets liés aux usages du numérique qui représente en France 20 millions de tonnes de déchets par an. Voilà, donc on ne peut pas négliger cette partie-là qui n'a rien d'immatériel pour le coup. Pour compléter, chiffre parlant sur le matériel, un ordinateur de 2 kg fait à peu près 800 kg de matières premières pour le fabriquer. Donc voilà, donc c'est des chiffres qui sont très parlants. Et du coup, en termes d'éco-conception, il y a qu'est-ce que je peux faire en tant qu'utilisateur, mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'industriel quand je fabrique soit un produit numérique, soit quand je fabrique une application, un service numérique. Dans la table ronde qui va suivre, on va s'attacher à vous présenter des outils qui permettent de réaliser ça. Et surtout, c'est de se dire l'éco-conception, qu'est-ce que je fais, comment je mets en place ma démarche. C'est un peu le rôle que j'ai au sein du pôle éco-conception, c'est de pouvoir orienter les entreprises et leur dire, voilà, je dois éco-concevoir mon produit. Éco-concevoir, c'est quoi? C'est tout simplement, je re-questionne mon besoin et je fais en sorte qu'en concevant mon produit, mon service numérique, je puisse réduire au maximum mes impacts sur l'environnement. Donc après, on verra tout à l'heure la notion de quantification. Mais déjà, c'est de se dire quelle démarche je peux mettre en place dans mon entreprise. Frédéric le disait tout à l'heure en intervention, à l'introduction, pardon. Voilà, on accompagne des entreprises aussi pour voir, quand on accompagne des entreprises du service numérique, est-ce qu'on peut mettre en place la même démarche que ce qu'on peut faire sur le produit, les deux étant quand même fortement liés. Les guides ne vont pas forcément être les mêmes pour trouver nos bonnes pratiques. Les outils qu'on va utiliser ne vont pas être les mêmes, mais la démarche, la philosophie, l'éco-conception va être la même.
Et l'objectif, c'est de pouvoir lier les deux, puisqu'on a vu le matériel, l'immatériel, ça sera très fortement lié. Et, en effet, juste pour rebondir là-dessus, en tant qu'étudiante, en tant qu'étudiant, vous vous demandez exactement peut-être, ok, mais moi je suis développeur, développeuse, mais c'est quoi le souci? Au fait, le souci, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'au fait, nous, en tant que dev, on a aussi un impact à jouer. C'est qu'au fait, les logiciels qu'on crée peuvent très bien ne pas permettre aux gens de prolonger la durée de vie de leurs appareils. On l'a très bien vu, les appareils, donc à chaque fois que nous, on consomme un appareil, que ce soit un appareil que vous achetiez une nouvelle console, que vous achetiez un smartphone, que vous achetiez une nouvelle télé, mais en fait, c'est la phase, dans l'analyse de cycle de vie, c'est vraiment la fabrication de ce matériel qui est critique. Pour ça, il faut que nous, en tant que dev, on trouve des solutions pour faire que nos utilisatrices, utilisateurs ne soient pas obligés de changer de matériel pour utiliser nos applicatifs. Et ça, il faut aussi en prendre conscience. C'est que nous, en tant que dev, on a aussi une responsabilité là-dessus. On peut le voir avec des applications, on va dire, assez récentes. On a vu des pics d'augmentation d'achat de téléphone lorsque l'application Pokémon Go est sortie. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est Pokémon Go. J'y jouais. C'est horrible. Mais par contre, le truc, c'est que ça, c'est pas du tout du numérique responsable. Ce qui se passe, c'est que c'est une application qui a forcer les utilisateurs, utilisatrices à changer de téléphone pour un téléphone plus récent pour pouvoir jouer à cette application. Ça fait qu'il y a plein de téléphones qui sont partis dans les placards juste pour que l'utilisatrice, utilisateur joue à un jeu vidéo. Et ça, c'est une responsabilité de développeuses et de développeurs. Donc on a réellement tous quelque chose à jouer dans la transition écologique et dans un numérique plus responsable. Alors après, peut-être le petit film que je voulais vous présenter, je sais pas où Jessica, je l'ai perdu, c'était aussi pour vous dire que, comme ça a été dit dans la partie de Claire du ministère, c'est le fait qu'effectivement, aussi bien les entreprises que les collectivités, que les particuliers, aujourd'hui ont un rôle à jouer dans le numérique responsable, et que grâce, notamment la loi Rennes, fixe des objectifs pour les collectivités, les entreprises, à prendre en compte cette thématique du numérique responsable. Et l'exemple que je voulais vous proposer, c'est celui d'une collectivité Caen-la-Mer avec la ville de Caen, qui a décidé de mettre en place une politique au sein de sa collectivité, de ces deux collectivités liées au numérique responsable. Et je pense que ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui le font. Et je vous laisse peut-être regarder le film de leur expérience. Caen-la-Mer s'est engagée depuis plusieurs mois dans une démarche de concertation pour travailler sur tous les volets de la transition énergétique et écologique qu'on souhaite mettre à Caen-la-Mer. Et l'un de ces volets, bien sûr, concerne l'énergie, un volet très très important, et à l'intérieur, la question de la sobriété numérique. En juillet 2019, après avoir participé à l'opération collective organisée par l'ADEME Normandie sur la sobriété numérique, nous avons fait le choix de signer la charte d'engagement. Cela nous a amené à créer une équipe transverse entre la direction des systèmes d'information et la direction de la transition écologique et énergétique. Et cette équipe s'est mobilisée pour mettre en œuvre la démarche globale vers la labellisation numérique responsable. Le numérique responsable, ce sont les différentes actions mises en œuvre par la collectivité pour réduire l'empreinte économique, sociale et environnementale des technologies de l'information et de la communication, et par extension celle de nos partenaires. On a mis en place donc, depuis de longue date déjà une politique de renouvellement à 5 ans pour les PC fixes comme pour les portables. À l'issue de cette période, les ordinateurs de la ville de Caen sont réemployés dans les écoles de la ville de Caen pour une durée d'environ 4 ans. Concernant tout ce qui est smartphone, écran, on n'a pas de politique de renouvellement automatique. On fait ça en fonction des besoins des services et des agents. Et à la fin de vie de tous ces matériels, une association locale de réinsertion, AirPure, recycle tous nos matériels des 3E. Nous avons mis en place un module de formation à destination des agents de la collectivité sur la sobriété numérique. L'objectif de ces formations, c'est tout d'abord de sensibiliser à l'impact du numérique, et également de préciser les bons gestes à adopter, comme une bonne gestion de sa boîte mail, de mieux utiliser les sites internet, de faire durer la vie de son matériel au maximum, et puis également de limiter les impressions. Tous ces gestes permettent de réelles économies
à condition qu'on soit nombreux à s'en soucier. Donc voilà cet exemple lié à cette collectivité. Alors, du coup, peut-être j'en profite pour dire un peu quels sont les programmes ou les aides que peuvent aussi apporter l'ADEME, puisque c'est aussi l'un de nos rôles, de pouvoir vous accompagner sur des actions en tant qu'entreprise, collectivité, sur le numérique responsable. Donc, comme cela a été dit dans le témoignage, l'ADEME propose, dans le cadre d'un de ses appels à projets qui s'appelle Tremplin, une aide à la labellisation numérique responsable. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant, qui peut être intéressant pour entreprises et collectivités qui souhaitent initier, on va dire, une démarche liée dans ce sens-là, quelle que soit d'ailleurs son activité, hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on a également des aides liées, toujours pour tout type d'entreprise, à la récupération de chaleur fatale au sein des data centers. Donc ça, c'est un autre volet donc, qui est en lien avec l'efficacité énergétique des outils que l'on peut mettre en place, et en l'occurrence les data centers. Donc il y a des aides qui peuvent être promulguées auprès des entreprises pour pouvoir développer ce type de fonctionnement. On a donc ces aspects-là, et ensuite on a sur l'éco-conception également des accompagnements possibles, que ce soit pour des premiers pas d'éco-conception, donc d'entreprises du numérique. Alors là, ça a été cité en introduction. On est fiers en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir, avec la Digital League, développé cette opération collective auprès de cette entreprise qui s'appelle l'Eco Challenge et qui est en cours aujourd'hui, qui a commencé en juillet, qui finira en janvier, et pour lesquels, effectivement, on accompagne ces entreprises à avoir des actions concrètes, notamment au niveau de services web, à avoir des actions concrètes d'éco-conception. Donc, on a hâte l'année prochaine, en début d'année prochaine, de pouvoir, on va dire, vous donner les résultats, en fait, de cette opération collective, avec les freins et les leviers aussi, hein, qu'on a pu rencontrer, ou qu'ont pu rencontrer les entreprises lors de la mise en place de cette opération. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est effectivement les premiers pas, ce qu'on appelle les premiers pas éco-conception, qui peuvent être aidés au niveau financier par l'ADEME. Et puis, on a aussi d'autres aides qui sont plus liées à des diagnostics ou des études et accompagnement d'entreprises qui veulent développer l'éco-conception. Et également d'investissements liés à l'éco-conception. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ces sujets-là, n'hésitez pas à revenir vers moi ou aller consulter la plateforme Agir pour la transition écologique de l'ADEME. Voilà, la plateforme, elle s'appelle Plateforme Agir pour la transition écologique de l'ADEME, où vous avez tous les appels à projets liés à l'éco-conception notamment, mais aussi le label numérique responsable qui sont catalogués. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement. Donc, je suis Telman Azarmad. Je travaille à la recherche et développement d'EDF sur les questions d'économie du numérique, avec un volet assez important qui touche à l'empreinte environnementale du secteur numérique, et donc tous les sujets qui mènent in fine à la question des usages plus responsables du numérique. Alors, je vais commencer par la slide que vous voyez, c'est-à-dire que je peux faire de longs discours sur ce qu'est la transition numérique. Vous avez tous bien conscience qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus dominé par l'économie de la donnée, par une forme, je dirais, d'ubiquité, de vitesse des échanges, et par tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et surtout de la communication, et en définitive par une forme de course à l'hyperconnectivité en quelque sorte, qui va se matérialiser par tout un tas de totems technologiques que vous connaissez tous et qui sont omniprésents dans notre société, notre quotidien. Donc, vous voyez, ça va être les objets connectés en tout genre, les réseaux de communication nouvelle génération, tout ce qui est data center qui vont stocker toute cette masse de données qui explose dans le monde. Et on en arrive à un constat qui se traduit par des chiffres qui progressent d'année en année sous forme de multiples de 10, voire de 100, quand on compare notre situation il y a 20 ou 25 ans, au début de la démocratisation d'Internet, des ordinateurs
portables, des téléphones, vous voyez, et notre situation aujourd'hui, hein, où si je fais un raccourci, il serait impensable, dans les pays développés en tout cas, de ne pas avoir plusieurs smartphones par foyer, hein, voire par individu, de ne pas avoir des sites internet avec des interfaces web toujours plus high-tech, avec de la vidéo partout, ou encore de ne pas avoir des transferts de données permanents entre objets connectés, hein. Et on voit bien que voilà, le passage d'une génération à l'autre, hein, renforce, hein, ces débits effectifs et cette masse de données qui transite. On peut passer à la slide suivante peut-être. Merci. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, la véritable question qu'on se pose à EDF R&D, hein, et on est loin d'être les seuls, c'est que si on a un monde demain qui se caractérise de plus en plus par des technologies numériques qui se démultiplient dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos territoires, si on va vers un monde où l'efficacité énergétique des équipements qu'on utilise risque d'atteindre une limite, hein, et ça a été prouvé scientifiquement, hein, c'est ce qu'on appelle la limite de Landauer, hein, donc pour le résumer de manière très simple, au-delà d'un certain niveau, on aura du mal à progresser en efficacité énergétique dans un système de calcul, hein, on va atteindre une forme d'asymptote, hein, sous forme de plancher. Et si en parallèle, les usages du numérique continuent à augmenter, hein, voire à exploser, notamment avec la hausse de la population mondiale ou la pénétration des nouvelles technologies, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une forme de divergence, voire à long terme d'incompatibilité entre d'une part les objectifs de la transition numérique et d'autre part ceux de la transition énergétique, hein, qui, je le rappelle, a quand même vocation à aller vers une société plus décarbonée, qui va lutter contre le dérèglement climatique, hein, qui nous guette à une échéance qui n'est pas si lointaine que ça. Alors, si vous deviez retenir que quelques éléments très simples, hein, de cette planche, sachez qu'aujourd'hui, le secteur numérique, il représente environ 10%, hein, plus ou moins, de la consommation d'électricité dans le monde. Et en termes d'équivalence, hein, vous voyez sur la carte, hein, on est presque au niveau de la consommation d'électricité de tous les pays d'Europe occidentale. Et certains scientifiques disent même que si Internet était un pays, ce serait le 6e plus gros consommateur d'énergie dans le monde et le 7e émetteur de CO2, hein, d'où le titre de ma slide. D'un point de vue empreinte environnementale, hein, si vous regardez sur le camembert qui est à droite, la plupart des scientifiques s'accordent, hein, pour dire qu'aujourd'hui, le secteur numérique représente à peu près 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est autant, voire même plus, un petit peu plus que le secteur de l'aviation civile, hein, à l'heure où je vous parle. Certains chercheurs montrent que ce pourcentage, il pourrait même doubler d'ici la fin de la décennie, vont être multipliés par 5 dans le pire scénario. Donc, sur le papier, il n'y a rien de très réjouissant au premier abord, hein, sachant que voilà, si certains pensent qu'on peut s'abstenir de prendre l'avion pour limiter la pollution environnementale, il est illusoire de penser qu'on peut demain, hein, consommer moins de numérique en absolu. Hein, ça n'a pas de sens, hein, et ce serait justement une forme d'exemplarité un petit peu absurde et délétère pour la société. On peut aussi tous revenir, j'ai envie de dire, à la torche et à la bougie, hein, pour consommer moins d'électricité, mais voilà, sans avoir de boule de cristal, je ne pense pas que ce soit la bonne attitude à adopter. Mais on va voir qu'il y a peut-être des solutions qu'on peut mettre en œuvre, hein, malgré tout par rapport au numérique, et c'est l'objet normalement de ma slide suivante. Merci. Donc, si on prend l'exemple de la France, hein, vous voyez, on est plutôt de bons élèves, hein, j'ai envie de dire, puisque les derniers chiffres font état d'une consommation d'électricité qui serait plutôt à 8% plutôt qu'à 10%. Donc, je n'ai pas les derniers chiffres des émissions de gaz à effet de serre, hein, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir en France, hein, un bouquet de production d'électricité qui est essentiellement décarboné, alors grâce aux renouvelables, mais aussi grâce aux centrales hydrauliques et nucléaires, hein, ce qui va limiter fortement à l'empreinte carbone de l'électricité qui va alimenter nos terminaux numériques. Et vous voyez, ces 8% de consommation, vous voyez sur la droite de la planche, hein, qui vont majoritairement alimenter les équipements domestiques, hein, qui représentent presque la moitié de la consommation d'électricité du numérique, et dans une moindre mesure, tout ce qui est serveur d'entreprise et data center, tout ce qui est terminaux professionnels et également, hein, infrastructure de réseau, hein, qui représente le poste de consommation le plus faible comparativement parlant. Alors, si on passe à la slide suivante. Voilà, merci. Je fais un focus sur la fabrication. En fait, ce qui est important de retenir quand on parle de consommation d'énergie du secteur numérique, c'est que d'une part, le numérique, ça regroupe plusieurs postes de consommation, donc principalement terminaux, réseaux et data centers, mais d'autre part, ces postes de consommation doivent être considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, c'est-à-dire que dès leur conception et jusqu'à leur fin de vie, hein, en passant par des étapes successives, hein, qui sont la phase de production,
production, d'utilisation, éventuellement de destruction. S'il n'y a pas de recyclage total, il va falloir considérer l'ensemble des impacts, alors en termes de CO2, en termes comment dire, de ressources abiotiques utilisées, de ressources fossiles utilisées. C'est ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. Alors, l'idée de cette slide ici, ce n'est pas de vous noyer sous des chiffres ou de diluer mon propos, mais plutôt de vous faire prendre conscience que quand on s'intéresse aux terminaux numériques que vous connaissez tous et qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, donc vous voyez le smartphone, l'ordinateur portable, le téléviseur, en fait, la principale phase de consommation d'électricité, ça va être la phase de fabrication de l'équipement, c'est-à-dire avant qu'il soit mis sur le marché, et non la phase d'alimentation électrique pour le faire fonctionner, c'est-à-dire une fois que vous l'avez acheté et que vous l'utilisez. Alors, si vous voulez retenir un ordre de grandeur, je dirais très moyen, dites-vous que pour les terminaux, on est à peu près sur un ratio de 80-20. 80% de la consommation d'énergie a lieu pendant la phase de fabrication et 20% pendant la phase d'utilisation. Et c'est intéressant de voir que ce ratio, vous voyez les deux derniers camemberts à droite, il va être inversé pour ce qui est des réseaux et des data centers. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va être très logiquement sur des infrastructures qui ont vocation à durer plus longtemps, donc souvent plusieurs années, voire plusieurs décennies, quoique, j'ai envie de dire, et qui vont entraîner des investissements importants. Donc, on ne va pas renouveler ou créer des nouvelles générations de réseaux télécoms tous les 6 mois. Donc, c'est des infrastructures qui sont conçues pour durer dans le temps et dont la raison d'être, j'ai envie de dire, c'est d'utiliser l'électricité 24 heures sur 24 ou presque pour permettre les transferts de données. D'où le fait que la phase d'alimentation soit la plus consommatrice d'électricité. Si on passe sur la slide suivante, merci. Donc, en fait, si on prend l'exemple du smartphone, on voit que sa phase de fabrication, c'est aussi celle qui émet le plus de CO2. On est environ à 62% sur l'ensemble du cycle de vie moyen d'un smartphone lambda. Alors encore une fois, vous allez me dire que ça va dépendre du mix de production d'énergie du pays qui produit le smartphone, des techniques d'extraction industrielle des métaux constituants de la batterie qui seront plus ou moins polluants selon les pays. Mais voilà, vous savez tous que une grande partie des smartphones aujourd'hui est produite dans les usines asiatiques sur un continent où le mix énergétique, même si l'ambition d'évoluer vers des énergies plus vertes, aujourd'hui il reste très largement carboné, notamment avec l'utilisation du charbon. Donc c'est un chiffre moyen que vous avez là, mais qui est quand même représentatif, je dirais, de l'importance de la phase de fabrication dans les émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que, voilà, comme je disais avant, les phases d'alimentation pure et de fin de vie sont complètement négligeables ou presque en termes d'impact environnementaux à côté de cette phase de fabrication. Et en fait, cette planche, elle a un message clé sous-jacent qui est que, en fait, toute chose égale par ailleurs, plus on va produire de smartphones sur le marché mondial, plus on risque d'empiler ces phases de production et d'avoir des impacts carbone pour la planète. Et en fait, ce constat, il rejoint une question qui est cette fois, je dirais, d'ordre plus sociologique, donc sans faire de raccourcis ou de sophismes mal placés. Pourquoi est-ce qu'on produit plus de smartphones? Parce que les utilisateurs ont tout simplement acquis cette habitude de renouveler plus souvent leur appareil, c'est-à-dire à une fréquence plus élevée. Vous voyez, là où on se contentait il y a 15 ans d'avoir un smartphone qui durait parfois 3, 4, 5 ans, aujourd'hui, dès qu'on a un souci, dès qu'on trouve notre appareil lent, on prend le parti d'en racheter un nouveau. Et donc, là encore, sans rentrer dans une idéologie, je dirais, alarmiste, on va en mettre en route une sorte de cercle vicieux qui se nourrit lui-même d'une illusion. Une illusion qui est que si on n'a pas le smartphone dernier cri en notre possession, si on trouve notre smartphone un peu trop lent dans notre fameuse économie, je dirais, de l'ubiquité de la vitesse, alors notre qualité de vie va en pâtir. En fait, l'utilité économique et sociale qu'on va récupérer de la possession d'un smartphone risque d'être très fortement dégradée. Ce qui est absurde, mais je dirais qui est aussi très largement caractéristique des nouvelles générations qui n'ont pas connu un monde sans numérique et sans hyperconnexion depuis quelques années. Alors, si on passe à la slide suivante. Merci. Alors là, vous avez un exemple concret qui vous parlera peut-être tous. Alors là, je vous montre ici un petit cas d'étude sur lequel on a travaillé à EDF Recherche et Développement. Alors là encore, vous verrez que les chiffres sont des ordres de grandeur préliminaires. Ils vont dépendre de plein de paramètres qualitatifs et de facteurs qui sont propres aux équipements qui sont utilisés et au comportement des utilisateurs. Si on prend l'exemple d'un usage numérique qui est la téléconférence, pour en estimer l'impact environnemental, en fait, on se rend compte qu'on va avoir plusieurs options pour utiliser ce service de communication qu'est la téléconférence. Plusieurs options qui seront autant d'hypothèses, autant de leviers sur lesquels on pourra jouer et qui vont donner autant de débouchés différents en termes d'impact environnementaux. Donc, de manière très pratique, on peut faire une téléconférence soit avec plusieurs types de terminaux, c'est-à-dire votre smartphone, votre ordinateur portable, éventuellement votre ordinateur fixe. Il y en a encore qui le font avec une bonne vieille webcam qui est installée sur le socle du moniteur. On va aussi avoir des données qui pourront transiter par plusieurs types de réseaux, donc le réseau filaire, le réseau Wi-Fi, le réseau 4G, le réseau
5G, vous voyez, depuis peu. On peut aussi choisir de participer à la téléconférence en audio simple ou en visio, donc en allumant sa petite webcam. Et en fait, une fois qu'on a allumé sa webcam, on peut aussi parfois choisir la résolution, notamment sur Zoom, hein, si je ne dis pas de bêtises. On peut choisir la qualité de la vidéo. On peut être en fait en basse définition, en haute définition, voire même en très haute définition sur certains logiciels. Alors naturellement, hein, il y aura d'autres paramètres, hein, typiquement l'infrastructure applicative qu'on va utiliser, hein, le logiciel hein, qui va aussi avoir une empreinte carbone sur son cycle de vie, et aussi évidemment le nombre de personnes qui vont se connecter à la conférence. Mais vous voyez, si vous regardez le graphique hein, à droite, vous voyez pour faire simple que les premières estimations, elles montrent que les facteurs les plus, je dirais, discriminants sur une heure de téléconférence, ça va être principalement le choix du terminal et le choix de la qualité vidéo. Et vous voyez, comme vous voyez sur le graphique, hein, si on part du principe qu'on va faire de toute façon un appel vidéo entre deux personnes uniquement, entre un appel vidéo via un smartphone et une résolution basse définition, hein, vous voyez la deuxième grappe de diagramme en bâton en partant de la gauche, et le choix d'un appel vidéo sur un ordinateur fixe en activant la très haute définition, donc le diagramme en bâton numéro 4 en partant de la gauche sur le graphique, vous voyez qu'on a un ratio qui est supérieur à 10 en termes d'empreinte carbone entre ces deux choix. Donc l'idée ici, hein, c'est pas de dire, je dirais, ne faites jamais de vidéo très haute définition avec votre ordinateur fixe, hein. C'est plutôt de dire que si vous estimez que la vidéo est complètement indispensable et que vous pouvez utiliser votre ordinateur portable ou votre smartphone et qu'il n'y a pas de nécessité absolue à avoir la meilleure qualité au monde pendant cette conférence particulière, alors vous, utilisateurs, faites ce choix qui sera comparativement plus raisonné en toute connaissance de cause. Donc vous, ça ne va pas nécessairement dégrader la qualité du service que vous attendez, mais voilà, en extrapolant, je dirais que pour la planète dans son ensemble, ce sera très bénéfique. C'est un premier pas vers une démarche de responsabilisation des utilisateurs par rapport aux technologies numériques. Et si, bien évidemment, on démultiplie ce genre d'action à l'échelle de plusieurs milliers d'individus simultanément et de manière récurrente, c'est une première étape pour permettre, je dirais, au numérique, au secteur numérique, de jouer aussi le rôle de ce qu'on appelle l'IT for Green, hein, c'est-à-dire utiliser le numérique et la promesse de dématérialisation hein, qui est associée comme un levier pour contribuer à la décarbonation dans la société et donc lutter contre le dérèglement climatique in fine. Donc voilà pour ce cas d'usage. Je vais passer à la slide suivante. Alors j'ai presque fini. Merci. Alors, je vais conclure avec deux planches très rapides. Vous pouvez tout afficher, hein, normalement. Voilà, vous pouvez tout afficher, merci. Donc, j'ai mis ici quelques recommandations tirées de plusieurs référentiels, hein, donc de l'ADEME, de l'ARCEP, de l'Institut du numérique responsable, du Club Green IT, qui donnent quelques pistes de solutions envisageables et faciles à mettre en œuvre, à la fois pour les usagers, mais aussi le politique. On voit bien que la loi Rennes, hein, dont on a parlé tout à l'heure, hein, a commencé à se saisir de cette question. Hein. Elle est complétée par un ensemble de dispositifs comme la feuille de route du gouvernement en matière de conciliation entre numérique et environnement. Donc, pour la faire simple ici, hein, on voit que les maîtres mots pour les équipements, ça va être longévité et sobriété. Hein. D'ailleurs, c'est un mot à la mode hein, ces derniers temps avec la conjoncture énergétique actuelle, ce qui va se traduire par un renouvellement moins fréquent des terminaux dans le meilleur des mondes, la sensibilisation des usagers ou encore des filières qui encouragent le reconditionnement et le réemploi. Donc forcément, quand on parle de sobriété, il va y avoir la question de la réduction, je dirais, volumétrique des équipements qu'on est susceptible d'utiliser, c'est-à-dire l'idée de mutualiser certains types de terminaux dans les entreprises, de réduire le nombre d'objets connectés à tout va et donc le nombre de données échangées de manière corollaire, hein, quelque part. Bien entendu, revoir les usages et viser les acteurs stratégiques, hein, c'est-à-dire faire en sorte de mobiliser un maximum d'acteurs publics et privés et de faire passer des messages sur des modes de consommation du numérique qui soient plus responsables et respectueux de l'environnement. Et enfin, voilà, j'en ai parlé avec la loi Rennes, hein, mettre en place des politiques publiques adaptées qui vont devoir être mises en œuvre à une échelle qui va être supranationale. Hein. On doit être sur des questions partagées de normalisation, par exemple, au moins à l'échelle européenne. Hein. Mais voilà, c'est une discussion qu'on a en cours aujourd'hui à EDF R&D avec plein d'instituts de recherche. Voilà, et je passerai à la dernière slide, très rapidement sur les enjeux de recherche académique. Merci. Donc, alors, je n'ai pas forcément le temps d'aller dans le détail ici, hein, mais vous voyez, cette planche pour vous montrer qu'à la R&D d'EDF, on va travailler sur des méthodes d'analyse de cycle de vie, donc qui sont des concepts hein, qu'on connaît bien depuis très longtemps, hein, qu'on applique déjà à nos infrastructures industrielles, hein, notamment nos centrales de production d'électricité, mais qu'on a commencé à utiliser plus récemment pour mesurer l'impact environnemental de services numériques sur l'ensemble de leur cycle de vie. On a eu l'occasion notamment de mesurer les impacts environnementaux de tout ce qui est logiciel en fonction de plusieurs paramètres à considérer sur leur durée de vie, c'est-à-dire le nombre d'heures d'utilisation du logiciel, le nombre de terminaux qui sont utilisés,
utilisé pour faire tourner le logiciel, le nombre de serveurs qui sont utilisés pour héberger ce logiciel, tout ce qui va être durée d'utilisation moyenne par jour de ces serveurs. Et vous voyez, c'est un travail qui est assez innovant, qui nous a permis à EDF R&D de monter en compétence sur la quantification des impacts environnementaux du numérique. Et là encore, hein, je ne parle pas seulement de CO2 évité, hein, on va être sur un grand nombre d'impacts, hein, c'est-à-dire tout ce qui est ressources abiotiques, tout ce qui est électricité consommée, tout ce qui est ressources fossiles utilisées, tout ce qui est rayonnement ionisant, vous voyez, tout ce qui peut servir à jauger les externalités négatives sur l'environnement. Et dernier point, alors je ne l'ai pas mis sur la planche ici, hein, mais là je l'évoque à l'oral, voilà, un dernier enjeu de recherche sur lequel on travaille, c'est la question de l'éco-conception des services numériques. Donc l'idée ici, hein, ça ne va pas être seulement de montrer qu'on est sur une recherche d'optimisation de performance, hein, mais qu'on est sur une réflexion plus globale sur l'usage des technologies. EDF SA hein, avait obtenu il y a un an le label entreprise numérique responsable hein, de l'INR. Et ce label est assujetti à une démarche d'amélioration sur 3 ans. Donc, en fait, l'objectif par rapport à l'éco-conception applicative, par exemple, ça va d'identifier, de prioriser les bonnes pratiques qui vont permettre aux usagers, hein, donc les développeurs, mais pas que, hein, tous les usagers, je dirais, qui utilisent le numérique, de faire de l'éco-conception un fer de lance hein, dans les services numériques, tout en apportant des gains par rapport aux services existants, c'est-à-dire des gains en matière de productivité ou d'ergonomie, par exemple. Donc, voilà un petit peu notre champ, je dirais, de recherche assez récent à la recherche et développement d'EDF. On pourra en parler à votre confiance par la suite. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup.